Comment ils vont? Je vous préviens, cette vidéo ne sera pas facile à regarder. Et oui, aujourd'hui on va parler du dramatique Grand Prix de Belgique 1982. Donc faudrait être bien accroché. Petite mise en contexte dans cette intro donc, pour que vous compreniez un peu de quoi je vais vous parler. On est en 82, le Grand Prix de Belgique a lieu à Zolder, 5e course d'un début de saison plutôt agité. Gilles Villeneuve et Didier Pironi conduisent pour Ferrari. Les deux hommes ne sont plus amis, la course à Imola a eu ses conséquences. Je vous raconte ça en détail bien entendu dans la vidéo. À Zolder, Gilles Villeneuve veut gagner, il pousse, dépasse la limite, perd la voiture qui percute une barrière, est éjecté de son baquet et décède des suites de ses blessures à 32 ans. Je vous l'avais dit, faut être solide. Aujourd'hui, je vous raconte donc l'un des moments les plus tragiques de l'histoire de la F1, le drame du Grand Prix de Belgique 1982. Allez, on en parle? Et abonne-toi pour que je puisse te faire de plus en plus de formats comme celui-là. Clique sur le bouton rouge, la clochette, mais surtout profite. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce début de saison 82, il est agité. Alors faut savoir qu'à l'entame de ce championnat, c'est Williams qui sort de 2 victoires au constructeur consécutifs. Je sais, vu d'ici, ça fait bizarre. Pour votre info, les pilotes dans cette écurie sont Carlos Reutemann et Keke Rosberg, que vous connaissez sûrement comme étant le père de Nico Rosberg. Chez Renault, Alain Prost et René Arnoux collaborent pour un duel 100% français. En 82, c'est Nelson Piquet qui attaque la saison en tant que champion du monde en titre pour Brabham. Chez Ferrari, on sort d'une saison où le moteur turbo a été excellent, mais plombé par son châssis qui était juste catastrophique. Enfin, chez McLaren, c'est Niki Lauda qui a fait son retour après 2 années sabbatiques. Le décor est posé. La saison commence en Afrique du Sud et là les gars, si vous pensiez qu'en 2022 on voit des trucs de ouf, je pense que vous n'êtes pas prêts. Parce que ce premier Grand Prix de la saison va être marqué par une grave affaire politique. Je vous explique. À l'intersaison, la FISA et la FOCA, qui chapeautent le sport à cette époque, introduisent une super licence pour les pilotes de F1. Encore un truc dont vous avez entendu parler cette année. Le but est de renforcer le poids des constructeurs au niveau contractuel vis-à-vis des pilotes. Parce qu'en gros, entre 81 et 82, ils se sont rendus compte que les pilotes avaient un peu trop de marge de manœuvre. Le problème, c'est que comme vous pouvez l'imaginer, les pilotes, ils ne vont pas kiffer du tout. D'abord, ils n'acceptent pas qu'on ne leur demande pas leur avis, ce qui est normal, et ensuite ils vont refuser le fait que cette super licence fasse pencher la balance en faveur totale des constructeurs. Je vous épargne les détails, mais en gros ça passe pas quoi. J'en arrive donc à l'Afrique du Sud, où à l'arrivée tous les pilotes ont signé cet accord sans réfléchir, sauf 7 d'entre eux. Énorme problème pour la FISA donc, puisque tu ne peux pas commencer une saison sans 7 de tes pilotes. Le truc c'est que Lauda et Pironi vont sommer leurs collègues de se joindre à eux, ce qu'ils vont faire. Le GPDA, présidé par Pironi à l'époque, menace d'une grève et est très clair, les pilotes ne prendront pas la piste si une solution n'est pas trouvée. Pour info, là on est mercredi, donc ça presse un peu. Le jeudi, les pilotes vont prendre un bus et partir à Johannesburg à 30 bornes pour pouvoir échanger entre eux sans pression. Ils se posent tous dans une chambre d'hôtel et ils discutent. Ils prennent une décision, Pironi repart à Kyalami pour parler avec Balestre, le président de la FISA, mais les mecs ne sont pas là pour discuter et décident de bannir les 30 pilotes rebelles à vie, sauf ceux qui viendront s'excuser. Là, tout le monde met la pression sur les pilotes. Imaginez les équipes. Côté FISA FOCA, c'est la panique totale, mais les pilotes tiennent et décident de dormir à l'hôtel. Il paraît que l'ambiance était folle. Ça jouait de la musique, ça discutait, bref, grosse solidarité. Le vendredi à 8h, 2 heures avant les essais, Pironi va arriver au circuit, négocier avec Balestre. La FISA va devoir capituler. Les pilotes vont sortir vainqueurs de ce bras de fer et finalement avoir les mêmes droits contractuels que les constructeurs. C'est lunaire comme histoire. Et le Grand Prix s'est passé comment? C'est une super course, hein. Dominée par Renault et gagnée par Alain Prost. Le mec gagne depuis P8 suite à une crevaison. Hein. Intense. Le résumé, vous pouvez le trouver sur YouTube. Hein. Je vous le conseille. Afrique du Sud 82. Après, c'est pas fini pour ce début de saison, les gars, puisqu'au Brésil, plusieurs éléments vont venir perturber la Formule 1. D'abord, va surgir un document très embarrassant pour le président de la FISA de l'époque, puisqu'il va révéler qu'il aurait, je cite, prêté allégeance à Adolf Hitler en 1943. Petit coup de clim, et c'est là qu'on va vraiment se rendre compte de la dangerosité des jupes à effet de sol version 82. Ces jupes, elles permettent de garder l'air sous la voiture et elles donnent beaucoup plus d'appui que la saison précédente, ce qui fait que les voitures prennent des courbes à des allures hallucinantes par rapport à la saison d'avant. Si vous ajoutez à ça la raideur des suspensions, la chaleur, tout ça, on se retrouve avec un défi ultra physique pour les pilotes dont les voitures ne sont pas à des normes de sécurité incroyables comme vous pouvez l'imaginer. À part ces éléments-là, le Grand Prix va se dérouler correctement. Prost va faire la pole et gagner sur tapis vert suite aux disqualifications de Rosberg et Piquet. Je vous en parle plus tard. Le 3e Grand Prix de la saison se déroulant aux USA est celui qui nous intéresse le moins, on va dire. Bon, Andrea de Cesaris va y faire une pole surprise et Lauda va gagner avec panache pour son retour. Mais on va surtout s'intéresser à la course numéro 4 parce que c'est elle qui va conditionner le tragique opus numéro 5 de cette saison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en 82, les pilotes Ferrari sont Gilles Villeneuve et Didier Pironi.
Pironi est un pilote français en F1 depuis 78 et chez Ferrari depuis une saison. Première année qu'il avait déjà effectuée aux côtés de Gilles Villeneuve, virtuose canadien de l'écurie italienne depuis 77, et donc papa de Jacques Villeneuve qui commente les Grands Prix sur Canal tous les dimanches. Les deux sont très amis. En 81, en interne, Pironi n'a pas fait le poids contre son coéquipier. Il a fait une P4 au mieux contre 2 victoires pour Villeneuve. Chez Ferrari, tout le monde s'entend donc très bien, mais on sent que ça peut vriller. Et c'est exactement ce qui va se passer à Imola. Alors pour commencer tranquille, il faut savoir que cette course elle est boycottée par une partie de la grille déjà. Je vous l'ai pas dit avant, mais Ferrari a déposé plainte contre Williams et Brabham pour avoir été en dessous du poids minimal au Brésil, et c'est pour ça que Piquet et Rosberg ont été déclassés. Dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans le détail du conflit FISA-FOCA et de ce qui s'est passé à ce niveau-là en 82, mais en gros il y a un conflit de base entre les écuries de type artisans britanniques, donc comme Brabham, Williams ou McLaren, et les plus gros constructeurs comme Renault, Ferrari, etc. Cette bataille elle est centralisée sur le développement du turbo. Mais je vous ferai un sujet dessus, pas d'inquiétude. Donc à Imola on aura 14 monoplaces au départ, boycott oblige, ce qui avantage Ferrari. Au départ c'est pourtant les Renault qui monopolisent la première ligne. Pendant une grande partie de la course on va voir Arnoux devant les deux Ferrari suite à l'abandon de Prost. Pironi et Villeneuve se rendent coup pour P2 derrière la Renault, et là Arnoux abandonne. Villeneuve prend le lead, Pironi derrière lui. Et c'est là que tout va commencer à se corser. Les deux pilotes vont continuer à faire des pirouettes sur la piste, s'échangeant à première place tour à tour. Puis à un moment donné où Villeneuve est devant, Ferrari va leur montrer un panneau slow, en gros, conservez vos positions. Le truc c'est que cette consigne, Pironi va l'ignorer, continuer à attaquer, et au prix d'une bataille incroyable dans le dernier tour, il va gagner cette course. Encore une fois, allez voir le résumé, c'est juste fou. Ferrari fait son premier doublé depuis 3 ans, les tifosi sont ravis, le truc c'est que Villeneuve l'a très mal pris. Il ne participera pas au tour d'honneur fait dans une Jeep à l'époque. Il ne desserrera pas la mâchoire sur le podium. Et voilà ce qu'il déclarera ensuite. Je me suis trompé, je ne suis qu'un imbécile. Cette course me permet de découvrir Pironi sous son vrai visage. Il m'a mené une guerre stupide. Nous pouvions tomber en panne d'essence tous les deux. J'avais ralenti pour aller jusqu'au bout, pas pour me laisser trahir comme ça. Ferrari peut se chercher un pilote pour l'avenir. C'est chaud. Pironi de son côté, lui, va dire que les consignes ne lui interdisaient pas de dépasser. Le truc, c'est que Gilles le considérait comme son meilleur ami. À partir de là, Pironi va arrêter de parler à la presse, et Villeneuve va lui commencer à parler de vengeance. Funeste doublé. Au moment d'arriver en Belgique, Gilles Villeneuve ne décolère pas. Selon lui, les positions avaient été figées, et son coéquipier lui a volé la victoire. Il déclare que c'est contre son éthique et affirme que jamais il n'a attaqué Jody Scheckter quand on lui en a donné l'ordre dans le passé. Il dit aussi qu'à Imola, Pironi l'a dépassé au mépris de la prudence. Voilà ce qu'il a déclaré avant le week-end. Je ne lui pardonnerai jamais. Si je peux le bloquer, je vais le faire, crois-moi. À partir de maintenant, c'est la guerre entre nous. Bon, vous avez compris, il ne s'en remettait pas. Chez Ferrari, il y a une vraie gêne. Pironi, lui, continue de se taire. Le week-end va commencer et va arriver le samedi 8 mai 1982 et sa séance de qualification. La session commence, les chronos tombent et à 15 minutes de la fin, Villeneuve est nerveux. Il est derrière Pironi. Ferrari va donc lui chausser son deuxième train de pneus et il va repartir avec une seule envie, battre son coéquipier. Il va faire un premier tour, un deuxième, en vain. À 8 minutes du terme, on va l'appeler pour rentrer au stand, et dans son tour de rentrée énervé, il ne ralentit pas. Il arrive dans la courbe Terre-Lamenne à 260 km/h, vitesse que les jupes à effet de sol de 1981 ne permettaient pas dans ce virage. Il va y rencontrer la marche de Jochen Mass y roulant à faible allure, et le drame va se produire. Mass va se décaler à droite pour lui laisser la place, et malheureusement au même moment, Villeneuve va faire la même manœuvre pour le passer. Les images sont terribles. La Ferrari touche la voiture blanche, s'envole, heurte le rail, part dans une série de tonneaux incontrôlables et se casse en deux. Le pilote est éjecté de la voiture pendant les tonneaux et atterrit près d'une barrière où il gît sans son casque qu'il a perdu dans l'accident. Les médecins vont arriver immédiatement et lui faire un massage cardiaque. Plusieurs pilotes s'arrêtent pour aider. Arnoux, Mass, Guerrero, Winkelhock, Pironi est là aussi. Le cœur va repartir et il sera héliporté à l'hôpital. En vain. À 21h12, Gilles Villeneuve rendra son dernier soupir. Je vous avais dit que ce serait pas facile les gars, mais ça fait partie de l'histoire de la Formule 1. Vous en savez donc un peu plus sur cette tragédie de 82 et ce qu'il a amené. Mais j'aimerais m'attarder un peu plus sur Gilles Villeneuve, parce que c'est un nom qu'on entend souvent, un nom qui est resté au-delà de son fils champion du monde, et de par ça, j'avais envie de parler un peu de son héritage. Parce que bien que sans titre et avec seulement 6 victoires et 2 pole positions, Gilles est considéré comme l'une des légendes de la F1. Alors c'est vrai que les pilotes décédés en activité prennent souvent un aspect légendaire, c'est arrivé sur la piste, on les garde en tête à l'âge de leur décès. Il y a toujours un aspect un peu mystique. C'est vrai que ça joue, mais avec lui, il y a quelque chose de spécial. Un truc supplémentaire. En fait, c'était un pilote tellement rapide qu'il aurait dû être champion du monde. Sa meilleure saison, ça aura été 79. Il y a gagné 3 courses et laissé Scheckter prendre le championnat sur consigne d'équipe. D'où son mécontentement face à l'attitude de Pironi à Imola. En fait, c'est un pilote qui a inspiré des générations entières. Pour le sport canadien et surtout québécois, il est une icône. Allez vous balader sur la grille à Montréal et vous verrez ce fameux Salut Gilles sous les feux. Si vous allez au Grand Prix du Canada, vous verrez beaucoup de casquettes Ferrari. Croyez pas que c'est parce qu'ils sont juste fans. Hein. Non, non. Tout ça, ça vient de Gilles.
Regardez ce qu'en dit Lance Stroll. Gilles Villeneuve fait partie de l'histoire de la F1. Il a montré aux pilotes canadiens qu'il est possible d'y accéder. Il a vraiment eu un impact sur le sport et même aujourd'hui, on se souvient de ce qu'il a fait, d'à quel point il était incroyable. En fait, on se rend pas compte, mais vraiment, il était adulé de son vivant. C'était un mec hyper charismatique. Il avait en lui cette part de folie qui faisait qu'il était si rapide et faisait peur à la concurrence. Un caractère bien trempé qui lui a permis d'arriver en F1 si peu préparé. Le mec n'avait jamais roulé en Europe. Bref, très fort. Donc voilà, je voulais juste rapidement souligner ce génie brisé qu'a été Gilles Villeneuve et l'héritage, l'impact qu'il a eu sur la Formule 1. Pour finir les gars, je vais juste vous donner l'issue de ce championnat du monde 82, parce que je pense sincèrement que c'était une des saisons les plus stylées de l'histoire. Pironi va donc continuer avec Ferrari, mais coup du sort. Alors qu'il est leader du championnat du monde, il percute Alain Prost à 280 km/h sous la pluie en Allemagne. Il survit à l'accident, mais sa jambe droite est tellement abîmée que les médecins vont vouloir l'amputer sur place. Il sera héliporté. Les chirurgiens sauveront sa jambe, mais pas sa carrière en Formule 1. Je vous l'avais dit, cette saison c'était quelque chose. En tout cas, horrible fin de carrière. Un chiffre sur cette saison les gars, un chiffre. 11 vainqueurs différents en 16 grands prix. Un champion du monde a une seule victoire. On est loin des 16 de Max. C'est qui le champion du monde du coup? J'avoue, je vous l'ai même pas dit. Eh ben c'est Keke Rosberg qui a raflé la mise en 82. Fin heureuse pour Williams donc. Sachez quand même que c'est Ferrari qui prendra le championnat constructeur. Rosberg il aura été le plus régulier malgré son unique victoire. A noter qu'il finit 5 points devant Pironi qui a eu son accident 5 courses avant la fin de saison. Il est donc quand même passé à ça d'être champion du monde. En vrai c'était une saison hallucinante. Tant au niveau sportif que politique. Par contre, le côté tragique est vraiment dur. En tout cas, je pense que ça valait le coup de faire un petit focus. Vous avez kiffé? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!